En tout cas, bienvenue à tous dans ce nouveau live learning sur le sujet, donc je le rappelle, des projectifs compétences SWP autour du LMS, aussi reskilling, upskilling. L'idée, c'est de vous partager les bonnes pratiques, notamment suite au retour de mission client. Donc, on est tous ravis de vous retrouver dans ce nouveau live learning. C'est un format qui nous tient à corps depuis quelques années. On continue à le perpétuer, notamment pour vous partager les bonnes pratiques. Bonjour Dominique. Donc on continue, n'hésitez pas à ouvrir vos micros aussi, hein, j'insiste. L'idée, c'est qu'on rende interactif ce live. Je laisserai ensuite la main à Riyad. C'est de faire une aparté quand même sur ce format qui nous tient à cœur, qu'on perpétue tout au long de l'année. L'idée, c'est ce que je disais, de vous partager les bonnes pratiques, les méthodes qui ressortent à la fois justement des missions que nos consultants RH et Learning ont chez le client, mais pas que, notamment au travers de nos formations, nos formateurs et l'accompagnement conseil qu'on peut en faire, notamment sur la partie stratégique et opérationnelle des entreprises. Là, aujourd'hui, on a choisi de vous parler du sujet projective compétences. Pourquoi vous parler et aborder un tel sujet? C'est vrai que beaucoup de clients, on l'a réalisé chez beaucoup de clients. Au-delà de ça, on est tous confrontés aujourd'hui à la montée des IAG. C'est vrai, l'automatisation, on connaît. Dans tous les cas, il y a des changements. Et qu'est-ce qui se passe? On fait face, beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises, à l'émergence de nouveaux métiers, mais pas que, aussi à l'émergence des métiers sous tension. Et c'est vrai que rentrent en jeu les dispositifs upskilling et reskilling, qui sont plus que des simples dispositifs. Riyad, tu pourras même encore plus souligner, c'est qu'ils deviennent un véritable et des impératifs stratégiques pour l'avenir de vos organisations. Mais quid de ces dispositifs dans les pratiques? Finalement, beaucoup en parlent, mais peu le font. Il y a une complexité peut-être autour du mythe de la complexité du reskilling et upskilling. Et donc, il nous paraissait aujourd'hui primordial de vous en parler, de vous partager les meilleures pratiques qui sont ressorties donc des missions réalisées notamment par Riyad, notamment en matière de reskilling, upskilling, mais aussi des outils d'analyse, de cartographie SWP et de gestion des compétences qui permettent d'y répondre. Et donc, je l'ai abordé le côté démystification aussi de la complexité qu'on pense d'un tel système qui est pourtant stratégique pour l'avenir de l'entreprise. Donc, Riyad, toi qui es plus expert que moi, je te laisse la main. Tu es expert en EdTech, notamment tu as monté la cellule EdTech chez First Group et tu cumules de nombreuses missions, notamment dans les directions formation et à ton actif essentiellement, notamment la création d'académies de reskilling dans des groupes du secteur bancaire, notamment à l'industrie énergétique. Voilà. À toi, à toi Merci la beaucoup. parole. Merci beaucoup, Elodie. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, comme l'énonçait Elodie, aujourd'hui, on va expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut monter une académie d'upskilling, reskilling, expliquer ce que c'est qu'un SWP, comment ça fonctionne avec un LMS et également différents outils. L'idée, c'est vraiment de démystifier tous ces termes qui peuvent paraître complexes, mais qui finalement ne le sont pas. Voilà. Ensuite, on entrera à proprement parler sur la création d'un parcours. On va vraiment descendre dans la mêlée sur un niveau assez opérationnel et montrer comment est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on les suit au travers des KPI, des dashboards, des différentes projections qu'on peut faire. Et pour finir, on fera un zoom sur le tutorat. Le tutorat, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable dans le cadre d'une académie d'upskilling, reskilling. Et j'ai invité un spécialiste qui sera avec nous, qui nous donnera un petit peu sa vision du tutorat, de la formation en situation de travail. Avant de se lancer, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va définir ce que c'est que la raison d'être et pourquoi est-ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se lancent finalement dans ces dispositifs d'upskilling, de reskilling. Euh, une des premières raisons, c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs dont les postes disparaissent, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions aujourd'hui qui interviennent dans le monde du travail et qui vont modifier nos métiers en profondeur et en structure. Donc, on voit qu'on a
besoin d'accompagner les collaborateurs sur de nouvelles compétences, notamment pour les collaborateurs qui perdent leur emploi. Voilà. Et le deuxième pan des académies d'upskilling et de reskilling aujourd'hui qu'on va retrouver, c'est des entreprises qui vont finalement travailler sur les bassins d'emploi en tension. Donc, on va prendre, par exemple, le Sud-Est. On sait que c'est un bassin d'emploi en tension sur les contrôleurs de gestion. Et donc, on va accompagner les collaborateurs sur ce type de compétences dans cette zone géographique. Donc, on va faire un petit rappel du contexte. En fait, donc, aujourd'hui, on a la robotisation. Donc, Elodie a cité l'IA. On a l'automatisation. On a les nouvelles trajectoires énergétiques qui ont été définies par les gouvernements. On a les transformations digitales. Et en fait, ce dont on prend conscience, c'est que le monde professionnel, il est en pleine mutation et qui subit de plein fouet l'ensemble de ces changements. Et donc, ces changements, ils vont générer différentes choses. On va voir apparaître l'émergence de nouveaux métiers. On va voir apparaître également la volonté de choisir sa voie professionnelle pour les collaborateurs et finalement, les directions RH vont devoir faire face à ces nouveaux profils qui ne sont pas évidents à gérer. Et on a également beaucoup de collaborateurs qui ont des envies fortes de reconversion. Donc, on a l'émergence des nouveaux métiers, on a les métiers en tension, la recherche de nouveaux talents en interne, le développement de la marque employeur, qui va être un marqueur assez fort, le besoin de reconversion, mais également l'envie de rester compétitive pour l'entreprise. Donc, on va trouver ces nouveaux profils, comme je le disais. On va finalement modifier notre focus sur la façon dont on recrute les collaborateurs aujourd'hui. Et on va se rendre compte que chaque recrutement est un risque pour une direction RH. Et donc, de plus en plus de recrutements vont être orientés sur les soft skills. Ce qu'on entend par les soft skills, ça va être la motivation du collaborateur, sa personnalité. Est-ce que son profil va bien finalement avec mon équipe? Est-ce que je sens qu'il y aura le feeling? Faire monter en compétence un collaborateur sur des hard skills, sur de la compétence dure, finalement, c'est assez simple en fait via des dispositifs de formation. Par contre, modifier en profondeur ses valeurs, ses comportements, sa posture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Donc l'objectif, comme je le disais, ça va être de disposer, moi en tout cas, le dispositif sur lequel j'ai travaillé, que j'ai mis en place pendant 2 ans au sein d'une banque d'affaires, c'était vraiment d'accompagner les collaborateurs dont le métier disparaît vers les compétences du futur. Pour ce faire, on a identifié différentes compétences du futur, donc la plupart ont été déjà identifiées par la GPEC. Mais ce qu'on a tenté de faire, c'est de la GPEC appliquée, colorée à un secteur d'activité ou à une entreprise. Voilà. Et donc, ça permet aux entreprises d'anticiper les changements environnementaux, technologiques, voilà, développer sa vision stratégique à 3 ou à 5 ans. Également, optimiser les performances de l'entreprise et sa compétitivité. Comme je le disais, répondre à l'enjeu de la marque employeur et à la promesse, finalement, de proposer des parcours évolutifs à l'ensemble de ses collaborateurs. Et ça permet aussi d'avoir un maintien des compétences dans l'entreprise qui, parfois, peuvent être assez critiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que j'ai souhaité faire, c'était donner quelques précisions de vocabulaire, notamment sur différents termes qui seront évoqués lors de ma présentation. Le LMS, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est, mais on va essayer de remettre à plat et de simplifier vraiment ce que c'est qu'un LMS. SWP, donc là, c'est le Strategic Workforce Planning. Là, on connaît peut-être un petit peu moins, mais on va essayer de démystifier le terme et prendre conscience que finalement, c'est pas très compliqué et qu'on en fait depuis très longtemps. Mais l'idée, c'est vraiment de professionnaliser cette démarche et de la formaliser. Ensuite, on a ces termes qui reviennent souvent, upskilling et reskilling, qu'on va également préciser. Et pour finir, lors de la construction des parcours, je parlerai de parcours générique et de parcours personnalisé. Et là, je pense qu'il faut aussi un petit peu préciser ces termes pour avoir une meilleure compréhension du sujet. Donc là, j'essaie de venir, avant d'entrer dans les définitions, j'avais une petite question à vous poser. Je commence à me sentir seul. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut ouvrir son micro et qui veut me dire quel LMS il utilise et dans quel objet il utilise ce LMS, je ne vais pas déflorer le sujet, je ne donne pas d'informations, mais voilà. Ou alors, si jamais les gens sont timides, ils peuvent juste mettre un petit message dans la conversation et ça me permettra de pouvoir rebondir dessus. À vos claviers, les amis.
Bonjour. Alors, nous, de notre côté, on utilise Digiformat. Très bien. Et pour quel objet vous utilisez Digiformat? C'est pour faire de la planification, de la distribution? Est-ce que vous créez du contenu dans le LMS? Bah, on fait un peu de tout. Un Ça petit peu de gère tout. également, si vous voulez, l'organisme de formation du groupe. Je peux vous demander votre nom, s'il vous plaît? Damien Kafa. D'accord. Enchanté, Damien. Et merci d'être venu à mon aide, Damien. Riyad, nous, on utilise Moodle. Moodle, d'accord. Ok. Moodle monte en puissance ces dernières années, on le voit arriver de plus en plus. D'ailleurs, le spécialiste que j'ai fait venir aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu sa vision de LMS et essayer de simplifier vraiment ce terme, a beaucoup travaillé sur Moodle et c'est une personne qui est assez costaud sur le sujet. Merci, Adeline. Alors, bon, on va passer à. Donc, je vais laisser. Maintenant, je vais laisser un de mes collègues s'exprimer sur le sujet qui s'appelle Ibrahima Dansoko, qui va nous donner un petit peu la définition de ce que c'est qu'un LMS, quel est son objet. Voilà. Ibrahima, je te laisse la main. Parfait. Merci Riyad pour cette transition. Je me présente, je suis Ibrahima Dansoko, je suis également consultant chez Surf Group. Donc, je me suis plutôt spécialisé ces dernières années sur l'implémentation et les déploiements des LMS. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait quelques mosaïques de fonctionnalités liées aux plateformes LMS. Donc, LMS qui est par définition le Learning Management System, donc qui est une plateforme logicielle, donc pour vous faciliter la gestion et la distribution et aussi l'évolution de vos programmes de formation. Donc au sein en fait de cette plateforme, il y a la possibilité en fait de centraliser l'administration, suivre la progression des différents apprenants et collaborateurs, et ceci en fait en assurant cette distribution efficace des contenus pédagogiques. Donc là, on a essayé en fait de vous retracer trois principales fonctionnalités. Donc sur l'hébergement des contenus, la planification et distribution, donc de la formation et la gestion en fait administrative. Donc j'attends par là la gestion des différentes tâches donc des administrateurs et managers de la plateforme. Donc, je vous parlerai également de la création des contenus directement dans la plateforme et l'automatisation en fait de ces différentes fonctionnalités. Donc, et puis pour finir, nous verrons également le reporting, donc le reporting et l'apport en data, donc de ces différentes données qui peuvent émerger des différentes activités et des interactions des collaborateurs. Donc, pour revenir en fait sur l'hébergement des contenus, donc l'un des principaux atouts d'un LMS que certainement en fait vous devrez savoir pour ceux qui ont déjà eu la chance d'expérimenter une plateforme LMS, c'est sa capacité en fait à héberger une vaste en fait gamme de contenus. Donc, en partant des contenus vidéo, des PDF, des classes virtuelles également que vous avez certainement dû à expérimenter en fait pendant la période de Covid. On a aussi en fait souvent en fait quelques termes techniques que vous entendez souvent parler des partages SCORM. Donc c'est des normes qui permettent en fait d'implémenter en fait des outils d'une plateforme à une autre pour permettre en fait cette interaction. Donc notamment avec l'outil Storyline. Donc et aussi vous avez la possibilité de créer des évaluations, des quiz interactifs dans une plateforme LMS. Donc en fait tout ceci en fait c'est pour garantir aux collaborateurs et aux apprenants la facilité en fait de prendre connaissance de leur parcours de formation et puis ceci en fait dans un espace sécurisé. Donc sur la planification et la distribution, donc maintenant en fait quasiment pour l'ensemble des plateformes LMS, je dirais plutôt en fait que c'est un jeu d'enfant. Donc tout ce qui est lié en fait à cette industrialisation. Donc on peut en fait aisément programmer ces parcours de formation, donc ou des sessions par petits groupes d'apprenants et également via un fichier CSV, donc importer
la création en fait de cours, la création d'utilisateurs et tout ce qui est lié en fait aux dates des sessions et l'échéance des parcours de formation. Donc, sur le deuxième, sur la deuxième fonctionnalité concernant la gestion administrative et également la création de contenu. Donc, la plateforme vous permet de simplifier le suivi des présences, donc le suivi des présences pour connaître en quelque sorte quel est en fait l'état des lieux, donc des différents apprenants et aussi vous permettre en fait de délivrer des certificats de façon automatique sans que en fait les collaborateurs, c'est-à-dire les administrateurs, ils aient en fait à le faire un petit peu à la mano. Vous avez aussi en fait des possibilités via en fait des plugins qui sont intégrés dans la plateforme de façon transparente, de faire des rappels automatiques pour les échéances. Donc, important. Par exemple, si vous avez en fait une session de classe virtuelle des prévus ou vous avez en fait un quiz d'évaluation des prévus, la plateforme en fait se charge automatiquement en fait de relancer les apprenants pour les inviter à venir se connecter en fait à la plateforme à telle date, à telle heure. Donc, vous, en tant qu'administrateur de la plateforme, vous pouvez également personnaliser ces différents messages. Donc, Ok. aussi bien. Donc, ces LMS, Ibrahima, finalement, c'était plus de faire une définition du LMS pour mieux comprendre là où on veut aller ensuite dans le processus d'ingénierie de formation, de comment on crée un parcours de A à Z, notamment reskilling. Le LMS, il faut savoir aussi connaître toutes ses fonctionnalités et savoir les raisons pour lesquelles, bon, après, c'est un autre sujet, je pense, un grand débat, il n'y a pas de LMS parfait, il faut aussi les choisir en fonction des objectifs et des fonctionnalités que eux ont. Ok, très bien. Parfait. Parfait. Voilà. Et puis également, en fait, on a cette dernière fonctionnalité donc, qui est liée au reporting et à l'apport data, donc qui est un sujet très crucial, donc qui est souvent en fait demandé soit par les OPCO ou les organismes financeurs. Donc là, l'objectif en fait, c'est d'avoir en fait une traçabilité sur l'ensemble des collaborateurs ou des utilisateurs de la plateforme. Donc, par exemple, quand on est dans son espace de cours, le formateur ou les managers doivent être à mesure de voir en fait la progression des utilisateurs donc sur la totalité du cours, activité par activité, et également en fait on peut aller en fait voir dans les détails quel est le temps passé en fait par utilisateur sur chaque activité et son temps global en fait sur l'ensemble des activités. Donc ce sont ces différents rapports en fait qu'on peut mettre à disposition en fait des organismes financeurs ou également en fait voilà à la personne, à l'utilisateur en fait qui sollicite en fait avoir ces différentes données. Donc et puis également en fait on peut analyser en fait ces données donc directement en fait depuis le LMS, hein, donc ce qui peut être également en fait des éléments précieux donc sur les tendances d'apprentissage et donc par la suite pour les ingénieurs pédagogiques ou ceux qui construisent les cours en fait d'affiner en fait et qui peut comment dirais-je leurs différentes activités. Donc en fait vous avez en fait toutes ces panoplies de fonctionnalités donc qui peuvent être intégrées dans le LMS de façon complètement transparente. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahima. Donc, on va synthétiser rapidement. Donc, c'est un système de gestion et d'organisation, en fait, qui permet de gérer l'ensemble de la formation. On a vu qu'il pouvait héberger du contenu, qui nous permet de planifier, distribuer de la formation. On peut également créer du contenu dedans. Et l'avantage, c'est qu'on a pas mal de reporting qui peuvent être faits sous un format KPI ou un format dashboard en fonction de la cible à laquelle il s'adresse. Et on va aussi venir capitaliser sur l'ensemble de la data, finalement, qui est arrivé via le LMS pour pouvoir améliorer nos parcours, améliorer l'expérience utilisateur. Là, je vais passer à une définition du SWP. Donc, le SWP, j'ai mon slide qui s'affiche mal. Bon, c'est pas grave. C'est l'avantage du direct. Allez, je vais l'expliquer sans slide, du coup. SWP, pour faire simple, donc c'est un guide de prise de décision RH qui permet l'optimisation de l'allocation des ressources et des compétences dans l'entreprise. Là, c'est vraiment une définition
presque Becherel, quoi, qu'on pourrait dire. Mais l'idée, c'est que comme notre objectif, c'était vraiment de simplifier les choses pour vous aujourd'hui. Moi, je vais essayer de l'expliquer simplement. J'étais en mission dans une entreprise, dans un grand groupe énergétique. Donc, eux, ils travaillent depuis des années sur les énergies carbone. On a le nouveau PDG qui est arrivé et qui dit, bah, à horizon 2030, moi, ma stratégie, c'est de me développer sur les énergies vertes. Voilà. Bon, ça fait plutôt du sens. Le SWP, donc on va avoir la première couche qui va intervenir. Cet outil, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va dire au PDG, eh ben, comme tu veux te développer sur les énergies vertes, ce qu'on va regarder, c'est qu'à aujourd'hui, à 2024, où est-ce que tu en es sur les énergies vertes? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir auditer l'ensemble des compétences des collaborateurs. On verra après que ça peut être assez fin et assez précis en fonction du secteur d'activité, en fonction du profil, en fonction du métier du collaborateur. Mais là, on va rester sur une vision macro. Donc, il va venir auditer l'ensemble des compétences des collaborateurs sur un niveau de 1 à 4, par exemple, et il va dire, ta flotte, tes ressources humaines, tes collaborateurs, en fait, aujourd'hui, ils ont un niveau 1 sur les énergies vertes. Donc, pour atteindre ton objectif à horizon 2030, il va falloir que tu les fasses monter en compétences sur ce sujet. Donc, ce que va faire le SWP, dans un premier temps, il va faire un audit de l'ensemble des compétences. Une fois qu'il a fait l'audit de l'ensemble des compétences, il donne une note. Il vient mesurer le gap, l'écart, finalement, entre les compétences qu'on a actuellement dans l'entreprise et la stratégie qu'on souhaite servir. Merci, Dominique. Je vais vous répondre juste après. Je vais juste finir. Et en fait, donc, il vient mesurer l'ensemble des compétences qu'on a dans l'entreprise et les compétences en cible qu'on aimerait atteindre, et il nous fait finalement le gap, l'écart à combler en termes de montée en compétences. Et là, je reviens sur ce que présentait Ibrahima précédemment, le LMS, finalement, qui va être l'outil, le véhicule qui va venir dans ce gap adresser toute la montée en compétences. Donc, il va distribuer et planifier des formations dans le temps pour s'assurer qu'à horizon 2030, on ait bien servi la stratégie de l'entreprise. J'ai été voir un éditeur avec lequel je suis partenaire qui m'a proposé quelques chiffres. On va le citer, c'est Albert. C'est vraiment un SWP avec de l'IA qui est très, très intéressant et très innovant. Donc, eux, ils ont mené plusieurs études et donc, ils en sont arrivés à quelques chiffres. Donc, 60% des dépenses d'une entreprise aujourd'hui, elles sont liées au capital humain. 9 entreprises sur 10 ne planifient pas. Et le SWP, il permet d'économiser en moyenne entre 8 et 10% de la masse salariale, ce qui est assez énorme. Après, ce que je disais, c'est qu'avec le SWP, on va être en capacité d'arriver sur un niveau très fin. Si je souhaite savoir les compétences en négociation de ma population d'Asie du Sud-Est de plus de 50 ans, je vais être en mesure de le savoir. Voilà. Donc, ça va permettre de déterminer finalement les domaines d'expertise où c'est nécessaire de recruter, les domaines d'expertise où c'est nécessaire de faire monter en compétences, où c'est nécessaire de former pour pouvoir servir la stratégie de l'entreprise. Je vais faire une petite pause. J'ai vu que Dominique Breil avait une question. Pour moi, le SWP englobe toutes les ressources, collaborateurs, prestats, intérim et pas uniquement les salariés. Est-ce exact? Vous défleurez le slide d'après, Dominique, là. On vous a envoyé la présentation avant ou... Non, oui, en effet. En fait, le SWP, il va vraiment tenir compte de l'ensemble des collaborateurs, même les collaborateurs, on va dire, un peu variables dans l'entreprise, en fait. On va passer à une petite question. Voilà. Donc, selon vous, quelles données aujourd'hui peuvent venir alimenter un SWP? Si on a bien compris, en fait, le SWP, ce qu'il fait, c'est qu'il vient mesurer les compétences d'une entreprise, il vient, en fonction de la stratégie, mesurer l'écart et dire comment est-ce qu'on fait pour combler cet écart et atteindre finalement notre stratégie. Donc, pour ça, il va devoir être nourri de données. Et selon vous, quelles sont les données qui peuvent venir alimenter le SWP? Exact. Maëlle évoque les référentiels de compétences. Le référentiel de compétences peut venir alimenter le SWP, en effet. D'autres idées? Et Dominique souligne l'âge, les compétences, j'imagine à la fois, ça doit être transverse et aussi hard skills. Et nous avons les formations, les expériences.
Adeline évoque les données SIRH et Maëlle évoque les mobilités, notamment internes et externes. Il y a déjà de la matière. Ouais, on commence à avoir un petit peu de matière, hein. Après, c'est vrai que c'est un petit peu mon slide d'après, donc je me pose la question de savoir si tu n'as pas transféré, Elodie, avant. J'ai pas triché, je ne me suis pas avancée, hein. Non, mais je sais que tu n'es pas une tricheuse. On va revenir d'abord sur la réponse de Dominique. Donc, en effet, on va avoir l'âge. Ça va être hyper important, l'âge, parce qu'en fait, quand je vais faire une projection par rapport à ma stratégie d'entreprise, je vais devoir tenir compte des données démographiques. Je ne peux pas me dire, par exemple, qu'à horizon 2030, je veux développer les économies vertes, mais qu'à horizon 2030, j'ai fait mon gap, j'ai tout fait comme il fallait, sauf qu'à horizon 2030, on se rend compte qu'on a une pyramide des âges qui s'est retournée et que la plupart de mes compétences sont parties. Et finalement, je ne sers pas la stratégie de mon entreprise. Donc là, ça va être une donnée qui va être prépondérante au sein d'un SWP. La compétence, oui, parce qu'on va venir mesurer le niveau de compétence, ça va même être un petit peu le moteur finalement du SWP. Les formations, donc là, les formations qu'il a déjà acquises, mais également les formations qu'on va lui distribuer dans le temps pour le faire atteindre cette compétence voulue, et l'expérience aussi qui va rentrer en compte. Les données SIRH, Adeline nous donne les données SIRH. Oui, les données SIRH, elles vont aussi pouvoir alimenter un SWP, mais ça va être également une réciproque, c'est-à-dire que le SWP va aussi venir alimenter les données SIRH en retour. Voilà. Les mobilités, bien entendu, Maëlle, parce que, en fait, comme je disais, sur le SWP, on va être en mesure d'adresser quelque chose d'assez précis et d'assez fin en termes de données. Donc, finalement, si je vais sur une population qui est, je ne sais plus quel exemple je prenais tout à l'heure, l'Amérique du Sud, par exemple. Sur l'Amérique du Sud, je me rends compte qu'il va y avoir beaucoup de mobilité entre pays, entre continents. Et finalement, ma donnée en sortie, elle ne servira plus la stratégie de l'entreprise non plus. Ibrahima nous dit les profils des utilisateurs. Oui, bien entendu, également les profils des utilisateurs vont être intégrés. Moi, je vous ai fait quelques données, mais vraiment, on est encore sur une vision exhaustive, hein, et ça va rejoindre un petit peu tout ce que vous avez dit précédemment, mais en fait, oui, on a les départs en retraite, on l'a dit. On a la mobilité géographique, mais également la mobilité métier. Les gens qui changent de métier, par exemple, il peut y avoir des stratégies RH au sein de certaines entreprises, comme certaines dans lesquelles j'ai travaillé, où les gens sont mobiles tous les 3 ans, par exemple. Donc, à partir du moment où les gens sont mobiles tous les 3 ans, on va devoir tenir compte de cette donnée, en fait. On va avoir la donnée démographique, qui va être liée à l'âge, comme nous l'énonçait Dominique. On va avoir les démissions, qui vont être un petit peu liées au départ en retraite, mais voilà, quand on est dans une entreprise où on a beaucoup de turnover, on va devoir intégrer ce taux de turnover à notre SWP pour être sûr d'être plus juste. Ensuite, on va avoir les compétences en tension. J'en parlerai un petit peu, mais ce n'était pas vraiment mon sujet, même si je le connais. Les compétences en tension, en fait, c'est qu'on va avoir des bassins d'emploi qui vont être complètement en tension sur certains métiers. Un exemple du quotidien, vraiment, que moi je trouve assez parlant, c'est les déserts médicaux, par exemple. Voilà. On va avoir des endroits où on n'a plus d'ophtalmo, des endroits où on n'a plus de dentiste, des endroits. Comment est-ce qu'on vient repeupler finalement ces bassins d'emploi via des dispositifs d'upskilling, de reskilling et d'accompagnement du collaborateur vers ses compétences dans ces bassins d'emploi. Et ensuite, on va avoir les compétences émergentes. Là, les compétences émergentes, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important dans une démarche SWP, à savoir, on a des compétences qui ont déjà été identifiées comme des compétences du futur. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des banques d'affaires dans lesquelles on a supprimé tous les services de back-office et où c'est des IA qui viennent faire le travail de back-office. Les raisons pour lesquelles on a des métiers qui disparaissent et des métiers qui naissent, je vais peut-être employer un mot un peu excessif, mais je pense qu'on est vraiment on est vraiment au début d'une révolution. En fait, comme on a quitté le secteur primaire pour passer dans le secteur secondaire pour aller vers les services, et là on voit que l'industrie des services commence à s'essouffler, que finalement le modèle en dur, brick and mortar de la petite banque de réseau qui est au coin de rue fonctionne plus si bien que ça et que les gens achètent de plus en plus en ligne. On voit qu'on est à l'avènement, pour moi, d'un début de révolution en termes de changement de métier. Donc, comme je vais revenir sur mon exemple, moi, j'étais dans une banque d'affaires et dans cette banque d'affaires, en fait, on avait tous les métiers de back-office qui ont disparu pour une bonne raison. Du moins, j'estime que c'est une bonne raison. C'est que c'était des métiers qui étaient pénibles et qui étaient répétitifs.
En fait, c'était des métiers de contrôle sur des prêts bancaires. Et en fait, on venait faire de la compliance, du contrôle sur des fiches, sur des dossiers de prêt toute la journée. On faisait que ça. Donc, on a fait venir des chatbots, on a testé avec des assistants virtuels. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'assistant virtuel, il pouvait faire le même travail de façon plus rapide, de façon plus précise et avec moins d'erreurs. Donc finalement, plutôt que de laisser les collaborateurs sur ces métiers de back-office, on les a accompagnés vers des compétences qu'on a identifiées comme des compétences du futur. Je disais dans mon préambule qu'on a la transition énergétique qui a été définie par le gouvernement. Donc ça, déjà, on sait que la RSE, et on n'a pas besoin d'attendre une catastrophe pour savoir que c'est une compétence du futur et qu'on va devoir prendre à bras le corps ce sujet-là. On a l'IA qui monte en puissance. On a les organisations qui deviennent de plus en plus flat et qui fonctionnent de plus en plus en mode projet. Finalement, les organisations hiérarchiques un peu militaires, on voit qu'elles commencent à se déliter au profit des organisations projet. On a aussi les organisations matricielles qu'on voit naître de plus en plus. Et donc, on voit que face à tous ces changements, on va devoir intégrer des nouveaux métiers, on va devoir intégrer des nouvelles démarches, des nouvelles postures et des nouvelles façons de travailler. Et c'est vraiment la promesse d'une académie d'upskilling et de reskilling. Voilà. Je vais passer à rapidement une définition. Petite question, Riyad. Tu évoquais, donc, pour mieux comprendre quand même le strategic workforce planning, les différentes données. Donc, c'est ce qui te permet d'apporter une vraie richesse de données, finalement, pour justement mettre le curseur sur les métiers peut-être plus en tension, là où il faut miser ou autre. Donc, ça, c'est un peu l'incontournable à la gestion RH. Moi, j'ai une question, Emmaël l'a posée aussi. C'est qui ou quel outil alimente, parce que ce n'est pas un outil, le SWP en soi, qu'est-ce qui alimente le SWP? C'est le LMS? C'est les données SIRH. C'était la question d'Adeline. Et quel outil je lui disais oui, et réciproquement, c'est les données SIRH. En fait, quand on va avoir des données démographiques, des données de mobilité, des données de changement de métier, toutes ces données vont se retrouver dans le SIRH. En parlant avec le CEO d'Albert, lui me disait, moi, la donnée sur laquelle je viens me lier et qui est la plus importante pour moi, c'est le service de paye dans une entreprise. Et j'étais étonné, je lui dis, mais pourquoi la paye? Et il me dit, parce que c'est vraiment le premier endroit dans lequel toutes les données vont être actualisées. Il me dit, si toi tu changes de métier et que tu as une augmentation ou que tu changes de quelque chose, la première chose que tu vas faire, c'est d'aller regarder ta fiche de paye le mois prochain. Et donc finalement, ça va être le véhicule, le service de paye qui va avoir les données les plus fraîches, les plus actuelles et qui va nous permettre finalement d'alimenter le SWP. Après, on va avoir beaucoup d'autres services dans le SIRH. On va avoir le recrutement, on va avoir l'onboarding, on va avoir les mobilités internes qui vont venir toutes alimenter le SWP. Mais finalement, beaucoup d'entreprises vont se focus sur le service paye parce qu'ils savent qu'elles ont les données les plus précises. Parcours générique, parcours personnalisé. Je vais vous donner quelques définitions, puis après on rentre dans le vif du sujet de comment est-ce qu'on crée un parcours. Un parcours générique, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que je crée un parcours finalement en partant d'une fiche de poste sur lequel je n'ai pas encore recruté un collaborateur. Sauf que lorsque je vais créer ce parcours en partant de cette fiche de poste, finalement, ce parcours n'est pas encore personnalisé. Donc, ce que je vais faire, je vais identifier les compétences au sein de ma fiche de poste. Je vais contacter des organismes de formation. Je vais proposer des formations qui permettent de répondre à la compétence que j'ai trouvée dans la fiche de poste. Et là, j'ai terminé mon parcours générique. Ensuite, j'ai le manager qui m'appelle, qui me dit oui, Riyad, c'est bon, j'ai recruté une personne sur le poste donné. Donc, moi, je vais faire un échange avec ce collaborateur. Par exemple, j'ai créé un parcours de gestion de projet ou de, je sais pas, chef de projet RSE, par exemple. J'ai créé un parcours de chef de projet RSE. Et quand j'ai créé ce parcours de chef de projet RSE, je voyais qu'il fallait avoir un niveau C1 en anglais. Donc moi, j'ai contacté un organisme de formation qui fait très bien de la formation en anglais. J'ai créé tout un parcours pour le faire monter en compétences et le faire atteindre rapidement un niveau assez élevé en anglais. Quand j'échange avec ce collaborateur, il me dit ok, mais moi, Riyad, le parcours d'anglais, c'est pas la peine parce que j'ai travaillé pendant 10 ans à Londres. Ah, d'accord, tu as travaillé pendant 10 ans à Londres, donc là, je n'ai pas été pertinent sur cette proposition, donc je vais la retirer. Et donc là, je vais commencer à personnaliser mon parcours. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand je vais personnaliser mon parcours, je vais vraiment avoir beaucoup d'échanges avec le collaborateur pour essayer de le personnaliser au mieux
en fonction de ses attentes et en fonction de son profil. Et je vais également avoir beaucoup d'échanges avec le manager pour personnaliser au maximum en fonction de son entité et de ses attentes. Voilà. Une petite digression rapide sur les parcours génériques et les parcours personnalisés. Donc là, maintenant, le moment que vous attendez tous, comment est-ce qu'on va créer une académie de A à Z et un parcours d'upskilling et de reskilling? Ah, bon, mes slides, ils sont un peu... Ils veulent pas très bien fonctionner, donc... Je vais prendre la main, si tu veux, Allez, Riyad. merci Elodie, c'est gentil. Allez, hop. Les aléas du direct. Hein. Est-ce que vous voyez... Ah non, vous ne devez pas voir. Tac. Ouais, c'est peut-être les animations, Maëlle, tu as raison. Je retente. Hop. C'est ça, les aléas du direct. Mais au moins, on aura les infos. Je te laisse avancer, oui. Tu peux y aller, Riyad, déjà pour commencer. Peut-être la construction nous évoquait. Quelle est la première étape indispensable pour créer La un première parcours étape, réussi? c'est ce qu'on va appeler la phase un petit peu de recrutement, en fait. Donc là, sur la phase de recrutement, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir une fiche de poste que je vais commencer à étudier. Et dans cette fiche de poste, je vais avoir l'identification des compétences attendues. Dans une deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue les compétences, les niveaux attendus pour chacune des compétences. Je vais m'assurer d'avoir bien compris le besoin et je vais commencer à recueillir des idées. Mais également, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à articuler les différentes compétences en fonction des compétences savoir-métier, des savoirs transversaux et des compétences des soft skills. Ensuite, je vais commencer à construire mon parcours générique. Donc là, je vais contacter des organismes de formation, je vais faire du benchmark au travers de différents OF et je vais commencer à intégrer les parties prenantes dans ma construction. Les premières parties prenantes que je vais intégrer, ça va être le tuteur, le manager et le RH. On fera un focus sur le tuteur un peu plus tard. Je ne vais pas m'appesantir sur ce terme pour le moment, mais j'y reviendrai. En fait, ce qui va être important, c'est que le parcours que je propose en première intention. On a perdu la présentation. D'accord. Je regarde pas, moi, de mon côté. Oui, on a perdu Elodie. Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que là, je vais venir présenter finalement le parcours en première intention au tuteur, au manager et à la RH du collaborateur. Quand j'ai cet échange avec eux, l'idée, c'est que je puisse personnaliser au maximum déjà en fonction de leurs attentes et des attentes de l'entité. Une fois que j'ai fait ça fonctionne toujours pas. Non, ouais. Attends, je vais le projeter différemment. Pardonnez-moi. Je vous prie de patienter. Juste une petite minute. Voilà, c'est bon, j'ai mes slides. Donc, la recherche de formation, benchmark avec les OF, les premières itérations avec tuteur manager pour essayer de colorer au maximum aux besoins de l'entité. Ah, c'est bon. C'est bon, je suis bon? D'accord. Ensuite, là, je vais commencer à adapter, à individualiser mon parcours. Donc là, le manager m'appelle, il me dit j'ai recruté un collaborateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me donner le CV du collaborateur recruté. Je vais contacter le collaborateur, je vais avoir un premier échange avec lui pour commencer à adapter mon parcours générique. Une fois que j'ai adapté mon parcours, j'arrive sur ce qu'on appelle un parcours personnalisé. Ce parcours personnalisé, je vais le travailler en seconde itération avec le tuteur, le manager, le RH.
et je vais commencer à me projeter dans une idée de planning. L'idée de planning, c'est qu'en fait, juste une petite aparté, mais ce qui est important de comprendre, c'est que des gens qui changent de métier, des gens qui vont vers de la reconversion, des gens qui rentrent dans des dispositifs d'upskilling, on se doit de les sécuriser au maximum. Donc, parce que c'est vraiment une période qui n'est pas facile. Moi, dans l'académie de reskilling que j'ai montée, on avait un objectif d'accompagner 1000 collaborateurs, on en a accompagné 800. Sur les 800 qu'on a accompagnés, on sentait une forme d'insécurité de la part des collaborateurs et de vertige un peu. Une personne qui a exercé un métier pendant une dizaine d'années et qui du jour au lendemain va commencer un nouveau métier dont elle connaît rien du tout, ça peut être un peu vertigineux et je le comprends. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment de les sécuriser au maximum et d'avoir des points réguliers pour s'assurer que la montée en compétences est effective et efficace, mais également que toutes les parties prenantes jouent bien leur rôle. Voilà. Donc là, je reviens à la création de mon parcours. Une fois que j'ai fait cet échange, cette deuxième itération avec le tuteur, le manager et la RH, l'idée, c'est que je puisse demander également les contraintes de service pour éviter de placer mon dispositif de formation à des moments où l'activité serait un petit peu plus forte, où j'aurais des rushs d'activité, et je vais m'ajuster au fur et à mesure avec les dates des OF et les retours en itération avec les parties prenantes. Une fois que j'ai fini, que j'ai stabilisé, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une présentation du parcours personnalisé. Donc là, je vais demander à ce qui est autour de la table le collaborateur, le tuteur, le manager et la RH. Et l'idée, c'est qu'on se mette tous d'accord sur ce parcours et qu'on le valide avec l'ensemble des parties prenantes. Pour finir, je vais faire une réunion de lancement du parcours. Dans cette réunion, je vais présenter le planning, mais je vais également présenter les plages d'AFEST. Il faut savoir que chez First Group, on est convaincu que la formation, finalement, elle n'a d'efficacité que si elle sert l'opérationnel. Dans le sens où, et d'autant plus dans un parcours de reskilling ou d'upskilling. C'est-à-dire qu'une personne que je vais accompagner sur un métier de développeur Java, par exemple, je peux lui donner toute la théorie du développement en Java. Si jamais il ne pratique pas et qu'il ne met pas en pratique en fait ce qu'il a appris dans sa formation, quelques mois après, on va se rendre compte que l'ancrage, finalement, la mémorisation de ce qu'il a appris sera déjà parti. Une grosse partie aura disparu. Par contre, si il suit gérer des bibliothèques dans Java et que la semaine suivante, avec le tuteur et le manager, on s'est mis d'accord pour qu'il puisse travailler sur cette thématique au sortir de sa formation, au travers d'une situation d'AFES, donc la FES Maël va y revenir, donc je ne vais pas trop déflorer le sujet, mais au travers d'une situation de formation, situation de travail, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, l'ancrage va être beaucoup plus fort et que finalement, la montée en compétences va être beaucoup plus lissée dans le temps et va permettre aux collaborateurs d'atteindre l'objectif de montée en compétences voulu par le dispositif. Donc, dans ce planning, je vais retrouver des briques de formation, je vais retrouver des rendez-vous avec l'ensemble des parties prenantes, avec le RH, avec le manager, avec le tuteur pendant toute la durée du parcours, mais je vais également retrouver ces plages d'AFEST. À chaque sortir de ma formation, la semaine suivante, je ne demande pas, j'impose à l'entité de faire travailler le collaborateur sur la thématique qu'il a vue. Est-ce que c'est clair jusque-là? Attendez, excusez-moi, je reviens sur... C'est assez clair, oui. Enfin, la question au groupe, Oui. à l'audience. En fait, tu fais un zoom d'abord. Oui, c'est vraiment un zoom des parcours que tu nous as présentés, hein, du générique. C'est pour savoir comment réussir bien son parcours et les différentes étapes à suivre, sachant qu'il y en a plusieurs de parcours. Après, c'est vrai que Elodie, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la va-vite, c'est pas quelque chose de simple en fait. Du moins, c'est quelque chose de simple dans la démarche et dans le process, mais c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps, qui demande un petit peu de qualité, qui demande quelques réunions, qui nécessite vraiment d'embarquer toutes les parties prenantes et de les impliquer en fait. Et quand on a tout le monde qui est aligné sur le même objectif, ça permet de le servir et de l'atteindre beaucoup plus facilement. Après, je dis pas que c'est une solution parfaite, hein, je dis juste que voilà, quand on processe bien les choses, qu'on les décompose et qu'on réunit les bonnes personnes, voilà, on met de notre côté tous les facteurs clés de succès pour assurer la réussite du dispositif. Excusez-moi, je jongle un peu dans les slides. Du coup, Elodie, tu avais disparu à un moment donné.
Vous voyez toujours mon slide? Oui. On est sur la définition justement des acteurs, on est sur la projection. Avant toute chose, il faut bien définir les acteurs hein, et les rôles de chacun avant de C'est se ça. lancer dans le processus d'ingénierie. Exactement. Et l'idée, c'est surtout de dire, voilà, qui va faire quoi et quel va être le rôle de qui. Un petit peu comme quand on va faire une matrice RACI en gestion de projet, où on va venir définir les rôles et les responsabilités de chaque acteur au sein d'un projet. Chaque acteur va avoir son rôle. Voilà. Donc en réunion de lancement d'une académie ou en kick-off, il faut que toutes les parties prenantes qui sont autour de la table aient conscience de leur rôle et qu'elles soient OK avec ce rôle. Voilà. Donc le manager, ce qu'on a vu, c'est qu'il va faire identifier les postes, il va communiquer son besoin aux équipes et à la direction de la formation, il va identifier un tuteur au sein de son équipe, il va participer à la construction du parcours de formation, il fait passer les entretiens, il sélectionne le candidat. Voilà. La RH, ça va être un petit peu le département qui va coordonner le process, en fait. Donc, il va accompagner les managers dans l'identification des postes, mais il va également contribuer au processus de recrutement. On va également avoir le service mobilité qui va être assez important. Le service mobilité, je ferai un petit focus après. C'est vrai que ça peut être intéressant de parler des parcours collectifs. Excusez-moi, je pars en digression un peu, mais voilà. Quand il y a des parcours collectifs, souvent, on va venir les travailler avec le service recrutement et le service mobilité. Là, ce que je vous ai présenté, c'est surtout du parcours individuel. On va voir que sur un parcours collectif, ça peut aussi avoir sa force. La direction de la formation, finalement, elle va suivre, elle va coordonner le pilotage, elle va coordonner le tutorat, elle va construire les parcours individuels, elle va gérer les inscriptions dans le LMS, le bon déroulé, la mise en œuvre du tutorat. On va pas plus rentrer que ça dans le tutorat parce que je le réévoquerai ensuite. Et le tuteur, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un tuteur? Si on se posait vraiment la question. Moi, j'ai jamais été dans une seule entreprise dans laquelle j'ai pas eu de tuteur. À chaque fois que j'ai été dans une entreprise, je suis arrivé, je me suis assis, on m'a dit, bah, tu vas voir avec ton collègue qui va un petit peu t'aider, qui va t'apprendre un petit peu. Donc, il m'apprend quoi, en fait, quand je grossis le trait? Il m'apprend toutes les us et coutumes qu'il y a dans l'entreprise. Il m'apprend tout ce qui est informel, tout ce qui ne se dit pas. Il m'apprend les comportements à adopter au sein de l'entreprise pour que pour que tout se passe bien. Et finalement, cette fonction de binôme qui intervient en début de poste en onboard, sur cette phase d'onboarding, nous, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi est-ce qu'on la professionnaliserait pas? Pourquoi est-ce qu'on créerait pas une communauté de tuteurs? Pourquoi est-ce qu'on on leur met pas des formations à leur disposition? Pourquoi est-ce qu'on fait pas vraiment, on arrive sur pourquoi est-ce qu'on crée pas une communauté? On vient les animer, on crée des événements qui leur sont dédiés, on valorise cette fonction, on les suit, voilà. Et l'idée, c'était vraiment de professionnaliser cette fonction de tutorat et de leur montrer qu'ils étaient un acteur aussi important que tous les acteurs autour de la table sur ce dispositif. Et dans le cadre de la valorisation, les managers ont même été plus loin. Ce qu'ils ont dit, c'est que le tuteur, finalement, c'était un premier pas vers le management. Voilà. La personne qui partait sur un tutorat et qui allait accompagner de nouveaux collaborateurs, finalement, allait pouvoir développer des compétences de manager. Excusez-moi. Voilà, donc là, on revient sur la. Bon, il m'embête. On revient sur la notion de RACI. Sur la notion de RACI, donc on a vu qu'on avait différentes étapes. La première étape, donc on décompose la fiche de poste par thématique, par compétence, on articule les savoirs, métiers, savoir transversal, soft skills. Ici, sur cette première étape, ça va être principalement la direction de la formation et le tuteur qui vont travailler ensemble. Sur la deuxième étape, on va passer en revue les compétences, les niveaux attendus, on s'assure qu'on a bien compris le besoin, on recueille les idées. On va continuer en tant que direction de la formation à travailler avec le tuteur. À l'étape 3, on va commencer à rechercher des benchmarks d'organismes de formation. On va commencer à rechercher des formations. Et là, on a un nouvel acteur qui entre dans le process, c'est le manager. C'est lui qui va venir valider ou invalider les propositions qu'on fait. On arrive sur l'étape 4, où en fait, on va commencer à faire des allers-retours asynchrones qui vont se poursuivre avec le manager jusqu'à la version finale. Et là, on va avoir la direction de la formation, le tuteur et le manager qui vont travailler. Et ce qui est intéressant, c'est de voir
qu'en fait, le collaborateur, finalement, on l'a très peu sollicité pendant toute la durée. On a vraiment essayé de travailler quelque chose aux petits oignons pour lui et qu'on va venir lui présenter à la fin. Et bien entendu, il aura son mot à dire. On pourra encore modifier des choses. L'idée, c'est qu'on lance pas le parcours tant que tout le monde n'est pas parfaitement aligné. Et une fois que tout le monde est parfaitement aligné, voilà, on peut lancer le parcours et on va le suivre dans le temps. Transition toute trouvée. Comment est-ce qu'on va suivre le parcours, finalement? Ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis d'abord un outil de suivi global. Un outil de suivi global, ça va être une base de données qui va recenser toutes les informations d'emploi, le statut des formations. Donc, on a créé un fichier collaboratif qui est complété par l'ensemble des parties prenantes. Tout le monde peut compléter par voilà, la donnée qui est importante pour lui. Et dans un souci d'uniformisation entre les métiers, il est convenu d'utiliser, bien entendu, un fichier template qui est identique pour l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Et en fait, quand on va être sur un mode collaboratif au travers de cet outil, ce qui va se passer, c'est que moi, si je suis direction RH, je vais avoir accès à mes données RH. Toutes les autres colonnes seront masquées, j'aurai la possibilité de les démasquer, mais l'idée, c'est vraiment que je puisse travailler sur ce qui me concerne. Voilà. Et en fait, on va mettre une équipe projet autour de cette académie, et cette équipe projet, elle va déterminer les modalités de comment est-ce qu'on alimente ce fichier. Quelqu'un avait une question, non? Non, c'était une ancienne question quand on parlait justement des données. Albert évoquait la référence des données dans les fiches de paye ou autres. Et Dominique abordait aussi la vraie question du corps RH. Oui, Voilà. c'est On le pourra corps l'aborder RH. à la... Oui, non, mais c'est à juste titre, c'est le corps RH qui va. Après, c'est vrai que j'ai donné l'exemple de la paye parce que je trouve que c'est un exemple qui parle un peu à tout le monde et que il aurait fallu définir ce que c'était que le corps RH et revenir un petit peu sur cette précision de langage. Mais oui, c'est très juste. Oui. Sur le suivi et les KPI, je poursuis. Elodie, c'est toi qui fais passer les slides ou c'est moi? Tout à fait. Donc, tu évoquais cet outil-là en premier lieu. Ensuite, le suivant, en fait, donc, encore un petit clic, s'il te plaît. Ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'en fait, comme on est sur un dispositif sur lequel on a un sponsor en règle générale qui va être assez fort, on va travailler des KPI. Les KPI, bien entendu, c'est combien de collaborateurs j'ai onboardé sur les parcours, à quelles étapes ils en sont de leur parcours, combien de collaborateurs ont quitté les parcours. Ça va être des KPI qui vont me permettre de suivre la réalisation, le nombre de parcours, le nombre de upskilling, le nombre de reskilling, voilà. Et ces KPI, ça va me donner des chiffres qui vont être intéressants lorsque je vais mettre en place un plan de conduite du changement ou un plan de communication pour pouvoir communiquer un petit peu sur les avancées et sur tout ça. Par contre, si je m'adresse à mon sponsor ne veut pas aller jusqu'à ce niveau de détail de KPI. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mes KPI sous un format graphique. Donc, c'est ce qu'on va appeler un dashboard. Ça va être des camemberts, des histogrammes qui vont me permettre d'avoir une projection graphique finalement de tous ces KPI. Moi, ce que je privilégie, c'était le one-pager, c'est-à-dire que j'ai toutes ces données de façon trimestrielle sur une seule page qui me permet de communiquer avec des personnes du COMEX ou avec des personnes qui sont sponsors du projet. Voilà. Et ensuite, on a vu le sourcing, finalement, le SWP qui va agir comme un outil prédictif et qui va nous permettre d'obtenir des candidats. On peut aller encore plus loin sur le SWP, on va pouvoir le lier à un outil de mobilité interne qui va nous permettre de nous pousser des candidats, qui va permettre, en fonction de la compétence qui a été complétée par le collaborateur, de lui pousser des propositions de poste. Et ce qu'on a fait aussi, que j'ai trouvé très très bien, c'est qu'on a fait des speed job meetings. Les speed job meetings, c'est des moments où les managers viennent présenter leur poste à des collaborateurs. Et sur les speed job meetings, ça dure à peu près une demi-heure. Et on a les recruteurs qui font face aux collaborateurs qui sont en recherche de poste et qui viennent se renseigner. C'est beaucoup moins engageant finalement que de postuler sur une bourse de l'emploi. C'est beaucoup plus convivial et ça permet de sourcer d'une façon un petit peu transversale qui peut être intéressante. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Elodie. J'ai fait une estimation de budget. Sur l'estimation de budget, et je vous ai fait une estimation délai-durée. Pourquoi j'ai distingué le délai et la durée? La durée, c'est vraiment le jour homme.
que je vais mettre pour construire un parcours. Donc là, je suis à peu près sur 20 heures en moyenne entre toutes les itérations, les allers-retours avec les OF, les benchmarks et la construction du parcours définitif. Par contre, sur la notion de délai, là, je vais être un peu plus long. Je vais pouvoir peut-être mettre 3 semaines. Parfois, je vais même mettre 4 semaines. Ça va dépendre du nombre d'itérations que je vais avoir sur mon parcours. Mais voilà, en durée, moi, j'ai déterminé en termes d'ABAC 20 heures. Je pense qu'on est très bien. En délai, on s'était fixé comme objectif 3 semaines. Après, comme on va avoir des parcours glissants, au fur et à mesure, ce qui va se passer, c'est que ces 3 semaines, elles vont être assez rapidement acceptées. En termes de budget, on a bien compris que le reskilling, c'est de la reconversion. Donc, on accompagne un collaborateur qui a aucune des compétences données sur un poste. Donc, on est sur un budget qui est un petit peu plus élevé, qui va être de 8 000 euros. Ensuite, sur de l'upskilling, donc là, on est sur de la montée en compétences. On va plutôt être sur je suis un exemple qui est intéressant, du moins que moi je trouve intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui, j'essaie de vous donner des exemples du quotidien. On voit aujourd'hui à Auchan ou dans les supermarchés, on voit que les agents de caisse disparaissent, voilà, au profit des caisses un peu automatiques. Voilà. Et il y a des études hyper intéressantes en termes de SWP qui sont apparues, qui ont montré qu'un agent de caisse avait 80% des mêmes compétences qu'une personne qu'un téléopérateur, qu'une personne qui fait du télémarketing. Il avait déjà emmagasiné toute la culture de service et tout ça. Et donc, du coup, il a déjà 80% des compétences. Donc, du coup, on va plutôt être sur un dispositif d'upskilling si on accompagnait cette population-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand j'ai 80% des compétences et que je dois atteindre 100, je vais avoir besoin d'un budget. Quand j'ai 0% des compétences et que je dois atteindre 100, je vais avoir besoin d'un autre budget. Et nous, en retour d'expérience, ce qu'on peut vous partager, c'est que sur de l'upskilling, on était à peu près à 4 000 euros par collaborateur. Sur du reskilling, on pouvait aller jusqu'à 8 000 euros par collaborateur. Élodie, si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. On arrive sur le Zoom, sur le tutorat. Voilà. Donc, le slide suivant également, Élodie, s'il te plaît, le tutorat. Oui, c'est de dire aussi, c'était intéressant quand tu m'avais parlé de la transition, c'est que la réussite de ce dispositif-là, elle ne peut pas fonctionner sans la mise en place, et c'est pour ça qu'on fait le zoom sur le tutorat, où c'était un vrai parti pris. Tu l'avais évoqué même en amont. Oui, c'est vraiment hyper important, en fait. Comme je disais, le tuteur, il va accompagner. En fait, comme je disais, chaque prise de poste, finalement, elle a toujours un binôme. Une personne, on est tous d'accord autour de la table que quand une personne prend un poste, si je suis son manager, je vais lui mettre quelqu'un à disposition qui va lui expliquer le SI, les systèmes d'info, comment il pose ses congés, où est-ce qu'on va manger, voilà, toutes les informations un petit peu informelles qu'on va pas retrouver, mais également des informations plus formelles sur le département. Et le gros avantage du tuteur par rapport au manager, c'est qu'un collaborateur va beaucoup plus se livrer à son tuteur qu'à son manager. Donc pour nous, on va avoir une data qui va être très, 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 très précieuse qui va remonter des tuteurs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier un tuteur? Le plus gros dilemme que j'ai eu autour du tutorat, c'est de me dire, finalement, est-ce que je dois proposer le collaborateur qui connaît le mieux le métier, donc le plus rompu aux techniques, ou bien est-ce que je dois proposer le collaborateur qui est le plus pédagogue? Allez, on se fait une petite question. C'est pour vous. Si je vous posais la question, est-ce que si vous étiez manager et que vous deviez mettre un collaborateur, et que vous deviez mettre un tuteur, excusez-moi, est-ce que vous prendriez plutôt le plus technique ou le plus pédagogue? Vous pouvez ouvrir vos piège. micros. Non, vous pouvez ouvrir vos micros et me répondre un petit peu. J'aurais dit le plus pédagogue plutôt que le plus technique, parce que celui qui a la compétence technique n'est pas forcément pédagogue. Après, c'est un peu une question compliquée parce que celui qui est pédagogue n'a pas aussi ne pas aussi avoir la technicité. Et réponse de Dominique aussi, le pédagogue s'il est volontaire, ça c'est sûr, ou le technique s'il est formé et volontaire. Et Ibrahima, le pédagogue. Et nous, on a réfléchi pendant des mois pour répondre à cette question et vous, en 2 minutes, vous y répondez. Et oui, c'était le pédagogue.
Ouais. Pourquoi je suis d'accord avec vous. La raison pour laquelle on a choisi le pédagogue, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'une personne qui va dans un dispositif d'upskilling ou de reskilling, ça ne doit pas devenir le cadre de la technique. Ça doit juste être une personne qui devient opérationnelle finalement sur un poste donné. Donc, il n'a pas besoin de la personne la plus technique. Quand on est sur des compétences du futur, on est aussi sur des environnements qui peuvent parfois être très, très, très techniques. On peut avoir des codeurs en Java, en Python, on peut avoir des virtual assistant managers, on peut avoir des métiers qui sont très, très techniques. Et finalement, sur ces métiers d'ingénierie très techniques, on se rend compte que le plus technique des collaborateurs est loin d'être le plus pédagogue, en fait. Est loin, loin d'être le plus pédagogue. Donc, du coup, nous, on a choisi le biais de choisir le plus pédagogue. Après, Dominique disait quelque chose à juste titre, c'est qu'en fait, il faut qu'il soit volontaire. Le tutorat se fait sur la base du volontariat et le tutorat, c'est pas quelque chose qui est imposé. Voilà. Le tuteur va être impliqué dès le début des échanges, ça va être important. Pour l'impliquer et pour qu'on puisse avoir son engagement maximum, l'idée c'est qu'on puisse le faire assister, qu'on puisse lui donner voix au chapitre, qu'il puisse participer à la création du parcours. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une communauté alumni dans laquelle on va mettre les anciens tuteurs et les nouveaux tuteurs. Nous, on a même été un petit peu plus loin, parce qu'on a créé une sorte de social learning, une sorte de Wikipédia du tutorat, dans lequel on avait les collaborateurs qui venaient poser des questions aux anciens tuteurs, des tuteurs qui venaient poser des questions, et finalement, ça a enrichi toute une base de connaissances autour du tutorat. Ça nous a permis de créer des kits clés en main. Ça nous a permis de créer énormément de matériel à destination des tuteurs qui ont permis finalement la montée en compétence de l'ensemble de ces collaborateurs. Donc, on avait un guide du tutorat, on avait une formation à la FES, il y a eu beaucoup de choses qui ont été déployées. Voilà. Donc là, Qui choisissait, parce que je le vois sur le slide, c'est vrai que c'est souligné, mais peut-être même de vive voix. Finalement, ok, c'est le choix des tuteurs, c'était un juste équilibre quand même avec l'aspect métier technique, mais aussi quand même tous les soft skills que tu évoquais, la pédagogie. Qui choisissait ces tuteurs? C'était en fonction des données ou quand même les managers, comme je la vois sur la slide, oui, c'était les managers qui identifiaient? Oui, c'est le manager qui va proposer aux collaborateurs de son équipe en exposant un petit peu ce que c'est que le tutorat sur la base du volontariat. Voilà. C'est important que ça reste sur la base du volontariat. Après, là, je vous dépeins un cadre idéal. Moi, il y a des entités sur lesquelles, moi, je me souviens d'un poste de comptable IFRS où dans le département, ils étaient 3 et finalement, le manager, il n'a pas vraiment eu le choix de choisir le plus technique ou le plus pédagogue. Donc, c'est bien entendu en fonction de l'entité, en fonction de la maturité. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Mais dans un environnement idéal, toutes choses égales par ailleurs, ça peut être hyper intéressant de proposer sur la base du volontariat quand on a une dizaine de collaborateurs dans son équipe et voilà, d'orienter un petit peu vers le plus pédagogue si on en a la possibilité. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à mon collègue Maël, qui connaît très bien le sujet de la FEST et qui va expliquer un petit peu en quoi la FEST c'est assez puissant et comment finalement sa vision de la FEST. Et pourquoi, juste question quand même pour la transition, on aborde le tutorat et du coup on fait un zoom sur la FEST, il y avait un lien. Oui, en fait, le tuteur, qu'est-ce qu'il va faire? Le tuteur, finalement, il va dire, toi, Elodie, tu es dans un département de communication, tu viens de prendre ta fonction. Moi, je t'ai proposé un parcours de formation et lors de ton premier mois, tu vas voir les plans de communication trimestriels. D'accord? Moi, ce que je vais demander au tuteur, c'est de te faire travailler sur les plans de communication trimestriels pour pouvoir avoir un maximum d'ancrage sur la formation que je t'ai dispensée. Tu vois? Et en fait, comme lui, il va te faire travailler sur le sujet que tu as vu en formation, on arrive sur ce qu'on appelle de la formation en situation de travail de la FEST. C'est clair ou pas, Elodie? C'était pour faire la petite transition du pourquoi le zoom sur la FEST. Okay. Effectivement, voilà, on va en reparler, on va détailler un petit peu qu'est-ce qui caractérise la FEST, mais le tutorat, c'est un des 6 critères de cette modalité. Bon, en tout cas, merci Riyad de m'avoir convié pour parler brièvement de ce fameux Zoom sur la FEST. Donc moi, c'est Maël Robert, donc je suis consultant learning chez First Group, et puis j'ai notamment pu observer et accompagner quelques organisations à déployer de la FEST, donc d'où mon intervention.
Donc voilà, avant de parler des bénéfices, donc là on a un peu les bénéfices, les constats qu'on a pu faire auprès de certaines organisations. Ça concerne la stratégie, l'organisation ou l'apprenant. Voilà, un petit rappel, la FEST, parce que voilà, on entend beaucoup parler, ça se trouve on en fait sans en prendre conscience. On fait de la FEST sans faire de la FEST. Donc voilà, six critères, 6 points. Qu'est-ce que c'est? Là, voilà, le principal, c'est que vous le savez sûrement, c'est que c'est une modalité qui alterne des mises en situation de travail et des temps d'autoréflexion. Voilà. Mais pas seulement, là, Riyad, on a parlé avec le tutorat, la FEST, ça demande également un accompagnement individuel par le tuteur. Et cet accompagnement, ça se traduit notamment dans la réflexion. On accompagne l'apprenant dans sa réflexion. Ensuite, le troisième critère, c'est que ça doit découler d'une analyse du travail. Et comment ça se traduit? En identifiant des situations un petit peu qu'on appelle emblématiques, mais des situations fidèles de l'activité du participant. Je reprends l'exemple, tu parlais du développeur Java tout à l'heure. Voilà, dans le cas peut-être d'un métier de data analyst, c'est d'identifier des activités spécifiques comme la maîtrise de tableaux croix dynamiques ou le développement Java pour faire des tableaux de bord. Le quatrième critère, et ça, c'est peut-être vous qui êtes dans la formation ou au service RH, ça va vous parler, mais c'est que ça doit fonctionner de la même manière que lorsqu'on conçoit un parcours pédagogique. C'est-à-dire tout ce qui est identification des compétences, des objectifs et donc des modalités. Et enfin, on retrouve l'évaluation. L'évaluation, là, se fait tout au long du parcours. C'est hyper simple. Ça se traduit par l'observation des apprenants lors des situations de travail et justement dans leur environnement professionnel. Et enfin, si vous arrivez à cocher cette 6e coche qui est le suivi de la production et de la réflexion des participants, vous avez de la FEST. Comment ce suivi se traduit? Dans le cas d'un client qui était un grossiste, qui est un grossiste en alimentaire, et qui devait former les métiers de magasinier, lui, il utilisait une application qui s'appelle Microdini, justement pour assurer tout ce suivi. Donc voilà ce que c'est la FEST, l'alternance, l'accompagnement, l'analyse du travail, que ce soit un parcours, on soit sensible à l'évaluation et au suivi. Et donc maintenant, les bénéfices, Riyad en a parlé un petit peu tout du long avec le tutorat, mais on n'en a pas assez conscience sur toutes les strates. Au niveau stratégique, l'avantage, c'est que ça peut servir d'onboarding. Quand on parlait de reskilling, et ça peut en faire partie, utiliser la FEST comme modalité d'onboarding. Je l'ai notamment observé dans le cadre d'une agglomération qui utilisait cette modalité pour créer un parcours pour ses aides à domicile, qui était très bien perçu et adapté. Deuxième bénéfice qu'on a identifié, c'est la flexibilité au niveau des coûts. Voilà, la FEST, c'est une modalité qui peut s'étaler dans la durée, s'étaler sur plusieurs mois. Ça limite les déplacements et justement la gestion d'espaces de formation. Autre bénéfice, là, qui est totalement évident, c'est de le rendre opérationnel plus rapidement. Ça a été la stratégie justement qui a été mise en place par une grande enseigne d'articles de sport qui s'est vue en pénurie de main-d'œuvre dans les métiers de réparateurs de vélos et qui a justement fait le choix de cette modalité beaucoup plus que le tutorat pour atteindre cette stratégie de rendre opérationnel rapidement. Et enfin, deux autres éléments, ça permet de valoriser une fonction en interne quand on attribue ce rôle de tuteur, pour préciser ce que tu disais, Riyad. Et puis, on ne le met peut-être pas forcément en avance, mais la FEST est également une stratégie RH quand on doit répondre à l'obligation sociale de former tous les 6 ans. Voilà. On arrive à développer ce tutorat en passant sur la FEST, on peut aussi répondre à cette stratégie. Enfin, on descend en cascade. Au niveau de l'organisation, qu'est-ce que ça peut changer? Voilà, on a identifié 3 bénéfices. Le premier, c'est de permettre aux managers, aux collègues ou à ses pairs de devenir des partenaires, de contribuer un petit peu à l'apprentissage des collègues et donc de ne pas laisser seul le service RH acteur de ces processus de formation. Le deuxième point, ça revient à l'évaluation tout au long du parcours. Là, on évalue directement les compétences au fur et à mesure de l'évolution des tâches professionnelles, du matériel, du cadre ou des normes, lorsqu'on observe directement en situation de travail. Et puis, dernier point qu'on a identifié, c'est que ça permet d'adapter quand il est difficile de simuler l'environnement ou les outils du poste de travail dans une salle de formation. Là, la FEST est une modalité adaptée
On le voit notamment lorsqu'on a des retours d'expérience de métiers dans le domaine hospitalier, qui utilisent cette modalité depuis maintenant plusieurs années. Et enfin, je vais conclure ce petit zoom sur la FEST en faisant un élément synthétique sur les bénéfices apprenants. Voilà, Riyad l'a mis en avant, ça permet d'offrir une expérience engageante et motivante pour l'apprenant. Et surtout, on en parle souvent, c'est cette individualisation du parcours. Voilà, il en parlait au niveau de la conception du parcours, mais la FEST est une des modalités qui permet justement d'individualiser. Voilà, je passe la main. Merci beaucoup, Maël. Ouais, c'était super clair. Voilà. Donc, pour synthétiser, il y a 6 critères et il y a différents bénéfices qui vont évoluer en cascade au sein de toute l'organisation, pour l'entreprise, pour l'orga, pour le collaborateur. On va passer au slide suivant. Elodie, c'est très bien. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un petit recueil de facteurs clés de réussite, selon moi, sur un dispositif d'académie de reskilling. On peut passer au slide suivant, Elodie. Voilà, donc là, ce qu'il faudrait, c'est avoir un équilibre entre les prérequis et les profils des collaborateurs. Donc, on a un accompagnement RH du collaborateur indispensable. On a une durée des parcours qui va être entre 4 mois et 1 an sur des cursus. On va au maximum tenter de certifier les parcours. On va avoir une révision de la rémunération du collaborateur au changement de poste. Ça, c'est quelque chose qui se pratique assez régulièrement. On a tout le dispositif d'accompagnement qui est mis en place, comme le disait Maël, par un tuteur à FEST ou par l'ARH, par le manager, voilà, par l'ensemble des parties prenantes. On a la création d'une communauté pour les tuteurs, mais également pour les formés, avec les nouveaux formés et les anciens formés. Et on va faire pas mal de points de communication et de conduite du changement, parce qu'on est sur quelque chose qui quand même est assez disruptif pour lancer cette démarche. On va passer au slide suivant. Elodie, excuse-moi, il me reste 2 minutes. Oui, après, c'était plus par rapport à l'accompagnement by First Group, mais c'est vrai que c'est intéressant, ces facteurs clés de réussite, dans le sens où tu nous as plongé quand même avec les différentes étapes. Alors, on a voulu quand même vulgariser un petit peu aussi, de faire des zooms sur parfois des terminologies bien spécifiques. Et là, l'idée, c'est aussi de se dire, toi, ton retour d'expérience d'avoir créé une académie de reskilling de A à Z, en dehors de ce qu'on a projeté et de la construction de ce parcours que tu avais souligné, réussi, quels sont les retours d'expérience que tu peux nous faire, notamment les doux, les dons aussi. Peut-être avant de te donner un retour d'expérience, je vais vraiment te donner ma vision, Elodie. Il y a beaucoup de sujets que j'aurais pu évoquer, voilà, mais j'ai choisi ce sujet-là parce qu'il me tient à cœur, vraiment. Je vais juste reboucler avec mon introduction. L'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas face à une urgence, parce que le mot est un peu fort. Mais moi, l'académie de reskilling, je l'ai montée, on était en 2020. Et il y a des entreprises qui sont déjà très matures sur ces sujets-là. On voit que les changements nous frappent de plein fouet, comme je le disais en introduction. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'on monte dans le train, en fait. Et ceux qui ne vont pas prendre le tournant de ces académies d'upskilling et de reskilling risquent de se retrouver dépassés face aux nouveaux métiers, aux nouvelles fonctions. Moi, c'est vraiment une de mes convictions. Tu vois. Alors, ensuite, l'accompagnement First Group qu'on pourrait faire autour de ce type de dispositif, l'idée, c'est que moi, lors de mes accompagnements ou lors de mes missions de consulting, ce que j'aime faire, c'est ce en quoi je crois. Et là, je suis convaincu, par exemple, à une époque, j'étais convaincu que c'était l'innovation pédagogique qui allait permettre de favoriser l'ancrage et je me suis plongé en plein dedans. Là, je suis convaincu qu'on est au début d'une révolution, comme je l'évoquais, et c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois, ces dispositifs d'upskilling et de reskilling. Et moi, lorsque je fais appel à une entreprise ou que j'ai besoin de quelque chose, finalement, j'achète pas un produit, j'achète une croyance. J'achète ce dans quoi je crois. Tu vois, on prend l'exemple d'Apple qui promet de me simplifier le monde. Eh ben, si je suis convaincu par ce claim que Apple va simplifier le monde, finalement, je vais acheter une croyance beaucoup plus qu'un produit.
Nous, aujourd'hui, en Oui, termes au-delà de la croyance, je pense aussi, hein, parce que c'est beaucoup de retours de nos clients ou prospects. C'est un sujet qui intéresse, et ce que je disais au début, c'est qu'on en parle beaucoup, mais finalement, dans les pratiques, ben, ça se fait un petit peu moins parce qu'il y a une complexité autour, et c'est pour ça qu'on essaie aussi de démystifier. Alors, ça Oui, demande de l'organisation, ça demande de la procédure, du process, c'est sûr, de la structure et un vrai suivi. C'est les facteurs clés de réussite. On n'arrête pas comme ça un dispositif si on veut qu'il soit pérenne. Et en même temps, il y a quand même, une fois que tu as entre guillemets, les codes et les métiers quand même dédiés avec les rôles de chacun, et si tu suis bien le process, finalement, c'est quelque chose qui roule. Bon, ça demande aussi du temps, de l'investissement. On sait tous, on est là aussi et on sait. Derrière, il y a un ROI. Et c'est vrai que c'était intéressant de se dire, voilà. Après, en termes d'accompagnement, nous, ce qu'on va être à même de proposer au sein de la tech de First Group, c'est un accompagnement sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que à partir du moment où tu fais appel à First Group, tu accèdes à tout un écosystème dans lequel tu vas avoir de l'IA, tu vas avoir de la tech, tu vas avoir du consulting, tu vas avoir de la digital factory, tu vas avoir accès à de la conduite du changement, à beaucoup de choses. Donc nous, ce qu'on se propose de faire, c'est vraiment prendre le projet le plus en amont possible, accompagner les directions RH et les directions de la formation à se poser les bonnes questions, à structurer leur démarche et à tout mettre en place pour pouvoir le lancer. Ensuite, on va pouvoir être dans le run, on va pouvoir lancer, créer les parcours, créer les différents dispositifs, accompagner les directions de formation sur ces sujets-là. Et ensuite, on va également, pour finir, adresser toutes les phases de follow-up, de suivi, finalement, dans lequel on va proposer des éléments de suivi probants. On va être aussi en mesure de se mettre en démarche d'amélioration continue et de manager de la qualité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a lancé un dispositif d'upskilling et de reskilling que c'est fini. Comment est-ce qu'on peut continuer à améliorer au sein de l'organisation via des itérations avec les différentes parties prenantes ce dispositif via les nouveautés, rester up-to-date et un petit peu être dans les standards de ce qui se fait aujourd'hui. Et je vois que l'heure tourne et en même temps, ce serait intéressant. Alors, pour ceux qui le souhaitent, est-ce que vous avez aussi des questions? Parce que c'est vrai qu'on a essayé de pousser à un moment les petites questions interactives. Face à ce que Riyad vous a présenté, et même Maël, Ibrahima, est-ce que vous avez des questions par rapport à vous, vos problématiques aussi en entreprise, notamment au travers du sujet qu'on a évoqué qui est très large, projectif compétences, où tout est très clair? Alors, pour moi, tout est très clair, merci beaucoup. Et ce que j'ai apprécié dans votre intervention, c'est le côté extrêmement pratique, pragmatique et opérationnel, qui fait que c'est un témoignage qui a beaucoup de valeur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'est apprécié. Bon, bah, très bien. Écoutez, en tout cas, un grand merci encore d'avoir répondu présent. Et puis, on espère en effet que ça vous a plu et que vous aurez assez de matière pour pouvoir le mettre en place. En tout cas, n'hésitez pas aussi, vous le savez, Riyad vous l'a dit, c'est vraiment un accompagnement qui se fait de A à Z. Donc, on reste disponible. Vous avez même des questions, vous, par rapport à vos problématiques entreprises. Je pense que Riyad sera ravi d'y répondre ou d'autres. On vous souhaite une très belle journée à tous et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures pédagogiques et un prochain live. On reviendra vers vous d'ici la rentrée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne année. Merci. Merci à tout le monde. Merci à Bonne tous. journée.